Bienvenue sur Diab TV. Merci de votre confiance. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de l'homme de lettres camerounais Bertrand Tailloux, qui a accepté notre invitation sur Diab TV. Il est écrivain, défenseur des droits de l'homme et activiste politique en exil. La première casquette lui va comme un gant après son pamphlet contre Chantal Biya, première dame camerounaise, avec son livre Label de la République bananière. Sur le plan politique, en revanche, ça se dispute. C'est pour cela que nous le recevons aujourd'hui, pour qu'il essaye de nous parler de son combat politique, surtout après sa dernière sortie chez nos confrères et partenaires de Camerbi, où il disait son souhait de retourner vivre au Cameroun. Nous espérons donc qu'il éclairera notre lanterne. Nous allons donc de ce pas le retrouver sur le plateau. Bonjour Bertrand Tailloux. Bonjour. Bienvenue sur Diab TV. Merci. Alors, on vous remercie donc de votre présence ici. Et on va commencer directement. Voulez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Diab TV qui est en réalité Bertrand Tailloux? Oui, en fait, Bertrand Tailloux est un écrivain et aussi un modeste citoyen qui fait ce qu'il peut pour qu'il y ait un peu plus de liberté et de justice dans la société. C'est comme ça que je peux me présenter globalement. Je ne vais pas danser rien de plus, ce n'est que ça. Alors justement, on vous a invité aujourd'hui pour essayer de savoir ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se passe tellement de choses dans ma tête. Allons-y quand même. Alors, vous avez émis le souhait de retourner au Cameroun. Alors, on a envie de vous poser une question par rapport à justement aussi nos partenaires qui nous ont envoyé des questions. Il s'agit du Sphinx Hebdo. Alors, comment voyez-vous l'Occident quand vous étiez au Cameroun? En fait, déjà, il faut préciser que ce n'est pas le problème d'exil qui m'envoie en France. Bien avant, je viens en France. Donc, ce n'est pas tellement dont je ne découvre pas la France. Je connais très bien la France. Et deuxièmement, donc, je suis venu en France dans le cadre de l'exil politique. C'est-à-dire, je suis réfugié politique en France. Et bien avant d'arriver en France dans des conditions que tout le monde connaît, venant de Suisse, donc je suis arrivé en France et la France avait déjà envoyé un accord préalable pour dire voilà, nous acceptons de vous accueillir en France sur la base de la Convention de Genève de 1951. Donc, je suis venu en France sur cette base. Donc, il se trouve qu'arrivé en France, la France ne respecte pas ses engagements d'accueil. Et je vis des situations vraiment très surréalistes en France. J'ai mon contrat de diffusion qui a été suspendu par Prestalis. Et Prestalis qui me fait savoir qui affirme que mes livres sont interdits. Et voilà, donc je leur demande tout simplement, mais monsieur de Prestalis, produisez-moi la preuve que mes livres sont interdits. Ils n'ont aucune preuve. Et ils veulent tous, ils essayent de me faire croire que c'est monsieur et madame Biya qui ont interdit mes livres. Je dis, mais je n'en ai pas la preuve. Donc, la seule chose que je sais, c'est que vous dites que mes livres sont interdits, vous n'en produisez aucune preuve et vous suspendez mon contrat de diffusion. Voilà les faits que je connais. Donc, je ne peux pas me mettre à spéculer sur des choses que je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai aucune preuve que monsieur et madame Biya ont interdit mes livres. Et voilà, donc il parle de diffamation, je veux dire, je sais très bien que derrière tout ça, il y a la manœuvre de la France, parce que dans mes livres, au-delà, parce qu'on se focalise sur la question d'outrage, d'outrage au président de la République ou à son épouse, on se focalise sur cet outrage, mais en fait, ce n'est qu'un motif dérisoire. En fait, dans mes livres, je dénonce le carnage de la France en Afrique. C'est principalement la France qui me met en danger. J'ai été en danger au Cameroun, tout ce que je subis au Cameroun, c'est la France qui a la manœuvre. On ne peut pas
Vous comprenez? Si ce n'était qu'une question d'outrage, je ne pense pas que j'aurais subi ce que j'ai connu au Cameroun, hein, parce que la France, elle est farouche quand il s'agit de préserver ses intérêts. Quand vous essayez vous osez vous attaquer aux intérêts de la France, en Afrique, la France, elle devient très très farouche. Donc, ce que je subis, c'est principalement la France qui est à la manœuvre. Hein. Ce n'est pas, on ne va pas me dire que c'est monsieur ou madame Biya derrière cette histoire d'outrage, parce que vous savez très bien qu'il y a des écrivains célèbres qui viennent au Cameroun, qui carrément insultent le couple Biya et qui n'ont jamais inquiété. Je veux là, ici évoquer M. Patrice Nganan, qui est un collègue, donc, qui va au Cameroun sans être inquiété. Pourtant, sur les réseaux sociaux, carrément, ça peut quand même, ses propos sont plus outrageants que les miens en tout cas. Et il n'a jamais été inquiété. Donc on ne peut pas me dire que la question d'outrage, c'est ça qui a conduit à l'interdiction à l'interdiction de mes livres. Derrière l'interdiction de mes livres, il y a la manœuvre de la France qui ne veut pas qu'on dénonce le carnage qu'elle commet en Afrique. Justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une contradiction dans la mesure où la France vous reçoit? Oui. Et la même France, mais quel jeu joue la France finalement? Oui, vous savez, la France, vous savez, il y a quand même un cynisme hein, qui est entretenu par certains politiques français. Moi, je dis, je ne veux pas ici accuser la France. Excusez-moi, je voudrais préciser ici que je n'accuse pas la France en tant que nation, parce que les idéaux défendus par la nation française ne demandent jamais de faire de faire des choses, je veux dire, de faire l'outrage, de commettre des injustices. Voilà, donc les idéaux que défend la nation française n'ont jamais demandé à ce qu'on interdise des ouvrages de façon sans que ce soit une décision de justice. La France est une nation qui défend des idéaux qui sont les nôtres, qui sont les miens, qui sont donc à ce titre, je dis, voilà, la France est un pays tout à fait conforme et qui respecte, qui prône le respect des droits de l'homme. Mais vous avez parallèlement des hommes politiques qui, pour des intérêts inavoués, pour des raisons personnelles, essayent d'utiliser leur pouvoir de façon à commettre des actes qui soient contraires aux idéaux que défend la nation française. Donc, et ces personnes, en fait, sont... Et je voudrais ici dire que je suis plutôt la cible de ces personnes qui savent très bien voilà, parce que par le poste qu'ils occupent, par leur position d'hommes de pouvoir, et voilà, ils peuvent commettre des crimes, et puis et tout de suite, à travers eux, on peut être tenté de dire la France, mais ici, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de la France, il s'agit des individus parfaitement, je veux dire, qui sont connus et qui, voilà, pour des intérêts... Est-ce que vous parlez de France-Afrique dans ce que vous dites, vous reprochez quoi réellement? C'est-à-dire que vous, en tant que personne, justement, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un citoyen, simple citoyen. Vous vous considérez comme, par rapport aux Camerounais que vous êtes, un patriote ou alors un panafricaniste, à défaut simplement un universaliste? Comment vous définissez-vous vous-même votre combat aujourd'hui? En fait, le combat, il est simple, c'est-à-dire, c'est déjà vous savez, on est concerné par ce qui se passe autour de nous. S'il y a, si on peut faire quelque chose pour améliorer les choses autour de nous, c'est déjà une bonne chose. Je n'ai pas la prétention de vouloir changer le monde. Moi, tout simplement, je pense qu'il se passe certaines choses ne vont pas bien en Afrique et c'est de notre responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les choses changent. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, très clairement, on a des
des personnes qui, par leur position, essaient d'empêcher l'éclosion de l'Afrique, essaient voilà, de contraindre cette Afrique-là à subir le sort de pays pauvres, très endettés, alors qu'on a les moyens de sortir de cette situation de pauvreté. On a suffisamment de connaissances pour, voilà, pour éradiquer cette pauvreté qui accable l'Afrique. C'est quand même extraordinaire que les gens au Cameroun, qu'il n'y ait pas accès à l'eau, il n'y ait pas accès à l'électricité, alors qu'on a les moyens de faire que tout le monde ait accès à l'eau, accès à l'électricité, un habitat décent. On a ces moyens. C'est-à-dire, c'est dans mes livres d'ailleurs, je suggère, j'apporte des propositions pour comment on peut faire pour sortir de ce sous-développement stupide qui accable les pays africains. On a les moyens de s'en sortir. Donc c'est pour ça, moi, je trouve que la France, moi, étant venu en France, moi j'attendais que la France soit quand même au minimum, que cette France respecte, je veux dire, les engagements qu'elle avait pris avant que je ne vienne en France. C'est-à-dire qu'elle respecte la Convention de Genève. Ça n'a pas été respecté. Je ne vais pas m'enliser dans une situation où j'ai aucune issue. La seule chose, le courrier que j'ai adressé aux autorités françaises, j'ai été suffisamment clair. Je leur ai dit, remettez-moi mon passeport camerounais, je retourne chez moi au Cameroun. Donc je ne veux pas être... Alors c'est fait ou pas? C'est pas encore fait. Là, j'attends qu'il se décide. Donc j'ai essayé de les relancer et ils m'ont dit qu'ils étaient dessus. Et voilà, donc j'attends très rapidement, que ça se passe très rapidement, parce que je suis paralysé en France. Je ne peux pas travailler, vous savez, donc si vous ne pouvez pas vendre vos livres, voilà, si vous ne pouvez pas vendre vos livres, je ne peux pas, voilà, il y a tout le reste, toute la précarité qui s'ensuit. Vous ne pouvez pas payer un appartement pour y vivre, vous ne pouvez pas vous acheter un ticket de métro, donc je suis dans une précarité quand même terrible en France. Bertrand Tillou, est-ce que finalement, votre retour, s'il arrive demain, par exemple, vous êtes sûr que c'est la meilleure des choses pour vous? Et quelle est la perspective à votre arrivée au Cameroun? Vous faites quoi? Voilà. Donc, ouais, je vais vous dire, la première chose, ma première intention, c'est de contribuer à l'épanouissement de mon pays. D'accord. C'est mon premier objectif. Le lieu où on peut le faire le mieux, ça peut être au Cameroun. Et voilà. Donc il y a eu une situation, un conflit intense par rapport à la sortie de mes livres où j'étais en prison. Donc il fallait que je prenne du recul et puis que j'essaie de me poser quelque part. Voilà, pour voir ce qu'il en est. Mais j'ai toujours pensé depuis même dans mon dossier d'asile ici en France, dans mon dossier d'asile, j'ai toujours précisé que mon objectif premier était de retourner très rapidement. C'est écrit noir sur blanc sur mon dossier. Mon objectif premier n'a pas été de rester en France, c'était de créer des conditions rapides pour pouvoir retourner au Cameroun. Parce que ce n'est qu'au Cameroun que nous pouvons faire que les choses change. Ce n'est qu'au... Et vous savez, pour libérer le Cameroun, c'est beaucoup plus compliqué en étant en France. On ne peut le faire qu'en étant au Cameroun. Donc, je n'imagine pas travailler efficacement pour le Cameroun en étant en France. Ça, je l'ai toujours précisé, même dans mon dossier d'asile. Voilà, puisqu'il y avait quelques camarades qui me disaient, écoute, il faut que tu en trouves la possibilité de prendre la nationalité française. Je leur ai dit non, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est voilà, un repli par rapport au drame que j'ai subi au Cameroun, un repli, et puis après retourner très rapidement. Mon objectif a toujours été de rentrer très rapidement au Cameroun, parce que voilà, le Cameroun a besoin de ses enfants, et on a des capacités il y a une urgence au Cameroun, c'est que le Cameroun est dans une situation de pauvreté extrême. Les gens, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, sont
il y a une misère qui fait que on peut avoir des gens qui vont venir de l'extérieur, surfer sur cette misère pour créer le chaos total. Et en ce moment, cette menace se précise pour le Cameroun. Donc il est urgent que tous les Camerounais qui aiment leur pays puissent retourner au Cameroun pour qu'on se mette main dans la main pour essayer de sortir le Cameroun de cette situation de misère. Parce que sinon, les autres, ils vont exploiter, ils vont surfer sur cette misère et créer le chaos total. Et au moment où nous allons nous réveiller, il sera trop tard. On est urgent qu'on retourne au Cameroun pour rapidement essayer de travailler pour sortir le Cameroun de la situation de Bon, je vous écoute et je me dis que je relève en fait une autre contradiction. Laquelle? Alors, souvenez-vous, on a eu un débat très enflammé, vous et moi. C'était pas devant des caméras, effectivement. Vous voulez rentrer au Cameroun. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours condamné dans le combat de cette opposition de la diaspora, c'est qu'on les entend essentiellement et uniquement lors des visites du président Paul Biya en Occident, en Suisse et récemment en Belgique. Comment expliquez-vous ce combat-là? C'est-à-dire que d'aller manifester, notamment comme la dernière fois à Bruxelles, qu'est-ce que ça peut apporter réellement au combat? J'ai toujours dit, moi personnellement, vous connaissez ma position là-dessus, que ça ne sert absolument à rien. Peut-être je me trompe. Alors, il y a certains, mais là vous démontez, hein, les gens qui disent que oui, mais ces gens qui le font, c'est pour qu'on leur renouvelle leurs papiers parce qu'ils sont exilés politiques. Ça, c'est l'avis des gens. Moi, c'est pas mon avis. Hein. Moi, je suis contre ça, personnellement. Et je me suis toujours dit que ceux qui disent que la police suisse ou la police belge nous a interdit d'aller manifester, etc., je me dis que mais non. C'est-à-dire que chaque pays protège ses invités. Alors, quelle est réellement votre position et que voulez-vous apporter dans ce combat-là en allant manifester sous les fenêtres d'un hôtel, ou je ne sais pas, dans le hall de l'hôtel, etc. Est-ce que ce message peut réellement porter? Bon, en fait, vous savez, on essaye de faire bouger les lignes de la façon par tous les moyens. On essaie de faire bouger les lignes. Et ne pensez pas que le fait d'aller manifester dans un hôtel, c'est d'être, je veux dire, c'est d'être figé sur la position d'être, voilà, d'être obsédé par le fait, sur l'objectif de diaboliser M. Biya, ou voilà, donc. Beaucoup de gens ont cette impression-là, justement, voilà, parce qu'on se dit, c'est quoi le combat? Voilà, donc, depuis toujours, moi j'ai dit, il ne faut pas penser. Et puis je voudrais préciser ici qu'on n'est pas dans une situation où il y a une haine quelconque contre M. Biya. Non, il n'y a pas de haine. Et il faut déjà que les uns et les autres sachent que, quel que soit ce qu'on reproche à M. Biya, quel que soit, je veux dire, l'intensité de la discorde qui peut nous animer. Et il faut garder à l'esprit que jamais, jamais, nous ne serons dans cette situation où on sera obligé d'envoyer un des nôtres à la Cour pénale internationale pour une raison quelconque, pour quelque raison que ce soit. Le problème camerounais, nous allons le régler entre Camerounais, selon les valeurs humanistes qui sont les nôtres en Afrique. Et voilà, donc, quand nous nous opposons contre M. Biya, c'est tout simplement pour l'interpeller, lui dire, attention, les choses vont mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà, on essaye de dire, essayons de trouver les moyens de faire les choses ensemble parce qu'il y a un danger extérieur qui nous guette. Et ce danger-là, s'il arrive, il va nous engloutir, nous tous, y compris vous-même et vos supposés ennemis. Donc, il faut faire attention. Je trouve que
on l'interpelle tout simplement pour lui dire que voilà, on a les moyens de faire, de sortir le Cameroun de cette situation de sous-développement de façon intelligente, hein, sans mettre en danger l'hypothétique stabilité qui est déjà très difficile. Je veux dire, le Cameroun, c'est la poudrière. Donc on est sur une stabilité très hypothétique. On essaye, on a en conscience cette situation qui est très très délicate et très sensible. Donc, chaque fois qu'on vient dans un hôtel, c'est tout simplement pour interpeller notre frère, parce que Biya, au-delà de tout, c'est notre frère. Vous comprenez? Donc, on n'est pas dans une guerre où on dit Biya, c'est un ennemi. C'est un ennemi sur le plan politique, si on veut, mais c'est pas cette haine-là qui va faire que, voilà, qu'on soit aveugle de réaliser par moment qu'en fait, c'est avant tout notre frère camerounais. Donc, on n'est pas dans cette... on n'est pas là pour... voilà, pour une situation de guerre. Non, c'est pas... Et la guerre, il faut faire attention. Parce que l'intention même qui se lie au travers des manœuvres de la France, c'est que la France peut être contente que quand nous, les Africains, on se déchire, quand les Bassa, quand il y a ces notions de Bassa, Bamileke, Beti, Aoussa, Wolof, Baoulé, tous ces Africains se déchirent, voilà, ça profite à qui? Ça profite aux autres. Nous, voilà, ça nous fait le plus grand mal. Donc c'est à nous de comprendre que c'est stupide parce qu'on est voilà, de se déchirer au point d'oublier qu'en fait ce que nous recherchons, c'est notre bien-être à tous, c'est notre bien-être commun. Oui, mais justement, maintenant, question courte et réponse courte, hein, Monsieur Bertrand Teilhou. Alors, on va revenir sur votre livre, hein, qui vous a coûté, bon, malheureusement je ne l'ai pas lu, qui vous a coûté tous vos malheurs, hein, au Cameroun. Est-ce que, quand on fait une attaque ad hominem, parce que par rapport à la première dame, on veut vraiment régler les problèmes du Cameroun. Voilà. En quoi on veut régler les problèmes du Cameroun? En fait, comme vous savez, regardez déjà le titre du livre, La Belle de la République bananière, Chantal Biya de la rue au Palais. Vous savez, le livre commence la scène commence à Dimako, là où est née Chantal. Chantal est née en pleine tragédie équatoriale où les entreprises, les sociétés françaises exploitaient de façon barbare les forêts africaines. Donc, je décris le contexte dans lequel Chantal est née. Et ce contexte, c'est pas la vie de Chantal. Moi, je décris tout simplement le contexte dans lequel elle est née. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au-delà de dire, Chantal, elle vient d'une tragédie. C'est-à-dire, elle est née dans une tragédie. Et elle sort de cette tragédie et elle devient première dame du Cameroun. Donc, et pendant tout ce parcours, il y a une histoire. Elle traverse toute une société qui connaît une société qui est plongée dans la tragédie néocoloniale. Et c'est cette tragédie néocoloniale que je décris dans le livre et avec pour personnage central Chantal. Mais la première image du lecteur, c'est de se dire, mais Teilhou parle de Chantal Biya, non. Mais là, ceux qui ont interdit le livre... Là, vous nous expliquez justement, est-ce que finalement ils ont lu le livre alors Voilà, ceux qui ont interdit le livre, parce que le livre a été lu au tribunal, où on essayait d'évoquer des passages. Et tout, mais le livre a été lu, mais je vais dire, ce qui est incroyable, c'est que premièrement, à l'issue du procès, le livre n'a jamais été interdit. Premièrement. Deuxièmement, le livre, il parle beaucoup plus du carnage de la France. C'est-à-dire et il faut savoir que la première dame du Cameroun est née d'un père français. Un père français qui l'a abandonné, qui a abandonné sa mère. Qui a pratiquement, voilà, donc à cette époque, sa mère,
16 ans, enfin elle était encore mineure, et puis elle a eu une liaison amoureuse avec un coopérant français qui travaillait dans nos forêts. Et voilà, c'est-à-dire c'est une tragédie qui a donné naissance à Chantal. Ce n'est pas à M. Paul Biya que ça plaît le moins, ça plaît le moins à la France. Parce que vous êtes en train de décrire, en fait, la tragédie dans laquelle les Camerounais sont plongés, y compris Chantal, y compris Paul Biya lui-même. Parce que l'Antéco de Biya, le livre, parmi des livres qui ont été interdits, enfin, qui ont été suspendus par Prestalis, qui ont été interdits par Prestalis, par la justice, il y a l'Antéco de Biya aussi. L'Antéco de Biya, ça décrit cette tragédie néocoloniale qui empêche le Cameroun, qui empêche un pays comme le Cameroun de pouvoir, voilà, qui a les moyens d'être un pays riche. Et on empêche aux Camerounais de pouvoir jouir je veux dire, de travailler normalement pour leur pays. Donc, c'est une situation où des gens, où un système, des aides publiques au développement qui en fait est censé poursuivre le développement, mais qui en réalité empêche le développement. En gros, bon, on comprend tout de suite que ces deux ouvrages, c'est une espèce de procès contre la France, oui, mais pas contre le Cameroun, mais concrètement, vous êtes un opposant au président Paul Biya ou pas? Vous savez, moi je suis pour le progrès au Cameroun. Moi je suis... Sans langue de bois. Oui, sans langue de bois. Non, je vais vous dire, oui. Je vais vous dire très franchement, la politique qui est menée par M. Paul Biya, je ne suis pas d'accord. D'accord. Vous comprenez? Et au-delà de ne pas être d'accord, il faut comprendre que quelle que soit la personne qui est à sa place, cette personne va faire pareil si on ne change pas le mode de gouvernance. C'est-à-dire, en fait, c'est pas... Donc, quand vous voyez que le problème va au-delà de la personne... Je vous comprends mieux, je vous comprends mieux. Ça va au-delà. En revanche... Donc, ce qu'on veut changer, c'est le mode de fonctionnement. Oui. Vous comprenez? Un fonctionnement qui permette de... Vous savez, aujourd'hui, au Cameroun, il est impossible, dans le système économique du Cameroun, de créer de la richesse. C'est pas possible. Aujourd'hui, on consomme. Et puis, c'est une économie où il n'est pas possible de créer des richesses. Et si vous ne pouvez pas créer de richesses, vous ne pouvez pas avoir de l'eau, vous ne pouvez pas avoir l'électricité, vous ne pouvez pas avoir de route, vous ne pouvez pas avoir... Vous aurez un mode une économie qui sera hypothéquée par ceux qui vous donnent de quoi vivre. Vous comprenez? Donc, voilà. Il faut qu'on sorte de ce mode de fonctionnement économique. D'accord. Voilà, on peut vous considérer comme un homme politique, quelque part. Ou pas du tout. Parce que, une question de volet, hein, c'est-à-dire que, alors, êtes-vous déjà membre d'un parti politique? Alors, si oui, lequel? Sinon, pourquoi faire de la politique? Est-ce que c'est la société civile? Vous êtes de la société civile et vous estimez que le renouveau a complètement détruit la société civile? En fait, si on redonne aux citoyens son droit, je crois que le citoyen est, pour moi, l'agent principal du fonctionnement de la société. Si le citoyen est gendarme du fonctionnement de la société, il n'y aura plus à se poser de questions. On n'aura plus, vous savez, si la maman du village peut donner son avis, peut avoir la même opportunité de décider pour le destin du pays qu'un président de la République, le problème, il n'y aura plus de problème. Le seul handicap, c'est que même si le jeune homme qui habite à Étoile, mais qui n'a rien à Yaoundé, dans un quartier de Yaoundé, qui n'a rien, mais qui a une bonne idée qui peut permettre au Cameroun d'avancer, si ce jeune homme vient avec son idée, on va l'empêcher parce qu'on va dire, parce qu'il n'est pas ministre. Mais si, au-delà de sa position de jeune qui n'a rien, et qu'on voit au-delà, le citoyen, il aura la parole. Et s'il a la parole,
Et c'est ce qui peut permettre au Cameroun d'avancer. Moi, je trouve qu'il faut remettre le citoyen au centre des décisions. Si on remet le citoyen au centre des décisions, on n'aura plus à se battre pour tel parti politique, pour tel autre parti politique. Moi, je trouve qu'il faut remettre le citoyen au centre des décisions de la société. Moi, c'est ce que je pense. Et moi, c'est pour ça que je me pose toujours, je ne suis pas forcément un homme politique, hein, je suis un politique, c'est clair. Mais je suis un politique, un citoyen d'abord, voilà, qui essaye de regarder autour de lui s'il peut contribuer à ce que les choses s'améliorent autour de lui. Parce que si autour de moi les choses ne vont pas bien, je vais subir. Donc voilà, je défends au-delà de défendre l'intérêt de la société, je défends d'abord mon intérêt, parce que si les choses vont mal autour de moi, je serai mal. J'ai pas envie d'être mal. Vous comprenez? Je veux que les choses se passent bien autour de moi, pour que je puisse sortir de chez moi, avoir une route pour aller du point A au point B, pour avoir de l'éclairage, pour que mon voisin, parce qu'il est dans la promiscuité, qu'il ne vienne pas, je veux dire, porter atteinte à ma sécurité. Tout ça, ça va de pair. Au-delà de... Je défends certes, je veux dire, je défends certes l'intérêt de la société, mais je défends d'abord mon intérêt, parce que moi, je fais partie de cette société. Et j'ai intérêt que cette société soit une société où il fait bon vivre. Voilà, c'est ça mon objectif. On a l'impression, ce n'est qu'une impression, alors que quand on regarde le panorama de la société civile dont on parlait tout à l'heure, que les noms qui reviennent vraiment sont toujours des noms bamileke, des personnalités souvent opposées au régime. Est-ce que ça vous parle, ça? Qu'auriez-vous à dire face à une telle assertion ou à un tel mensonge? On a cette impression, hein, c'est-à-dire que tous les opposants sont pour la plupart bamileke. Vous avez parlé tout à l'heure du tribalisme, etc. Quel avis avez-vous là-dessus? Enfin, sans langue de bois. Dans ma culture du rapport à l'autre, je veux dire... tribalisme, c'est des notions que je ne connais pas dans mon rapport à l'autre, dans la culture du rapport à l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, maintenant, je trouve que le fléau du tribalisme ne sévit que parce qu'il y a absence de débat. Vous comprenez? Les gens, le repli communautaire n'est que... C'est la précarité qui entraîne le repli communautaire. Quand il y a danger, la première chose, c'est les êtres humains veulent se replier vers ce qui leur paraît le plus familier, vous comprenez? Donc c'est une attitude naturelle. Moi, je trouve que pour régler ce problème, cette poudrière, le tribalisme au Cameroun, il faut tout simplement permettre que les gens aient la capacité de vivre librement et de s'exprimer, et puis d'avoir la possibilité d'exprimer leurs compétences. Et puis quand on va permettre aux gens d'avoir la possibilité d'exprimer leurs compétences, cette notion de repli communautaire, identitaire va disparaître. Et puis on comprendra que, voilà, qu'au-delà de tout, nous venons d'une même famille. On n'a pas à... Voilà, c'est le hasard des migrations, des êtres humains qui ont fait que vous soyez peut-être Bassa, et puis que le bonjour chez vous, vous le dites bonjour, et puis que l'autre le dit jour, et puis voilà. Donc c'est juste une question de migration. C'est parce que, voilà, nos parents, au départ, il y a une partie de la famille qui allait à l'est, et puis c'est devenu, voilà, Bassa, et puis il y a une autre partie qui va à l'ouest, et puis c'est devenu Bamileke. Mais au départ, voilà, on vient tous de la même origine. Moi, je pense que c'est la précarité. C'est pour ça qu'il faut se battre pour concrètement éradiquer le... Vous n'avez pas répondu à ma question, concrètement. Faut préciser là. Je la reprécise, parce que c'est le docteur Raoul Kwichu-Kwachep, n'est-ce pas, l'un des rédacteurs ici sur Diab TV, qui a voulu qu'on vous pose cette question-là. Pourquoi... On va faire simple. Hein. Pourquoi la plupart de ceux de la société civile qui s'opposent ou qui se définissent comme opposants au président de la République du Cameroun sont pour la plupart bamileke? Encore une fois, vraiment,
je veux vous dire... J'avoue que je ne vous ai jamais vu dans ces débats-là. Oui, voilà, non, je le dis concrètement, voilà, parce qu'on se connaît, je ne vous ai jamais vu dans ces débats que certains prônent à la limite et parlent... Ça revient de plus en plus, oui, il y a un génocide qui se prépare, on ne sait pas trop qui prépare le génocide, qui est derrière le génocide, et pourquoi ça, tout ça. C'est un peu flou, il y a une petite odeur, et je sens, on voulait que vous ayez... Bon, c'est très difficile, enfin, les conflits, ça peut arriver, vous comprenez, c'est-à-dire, quand un pays vit sous la pauvreté, ça entraîne... Oui, mais qui sont pauvres? Les qui sont pauvres, justement. Les qui sont pauvres. Si vous avez dans un village où il n'y a pas d'électricité, où les gens n'ont pas de travail, où c'est très difficile d'envoyer les enfants à l'école, tel que je le décris dans mes livres, vous allez à l'Est, par exemple, où les jeunes sont totalement désœuvrés. Les jeunes, ils n'ont aucune possibilité. Vous allez dans l'extrême nord, vous voyez des enfants qui décèdent par centaines, parce qu'ils n'ont pas accès à l'alimentation comme cela devrait se faire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... Voilà, la promiscuité totale. Je veux vous dire, le Cameroun entier est pauvre. Même je veux dire, nos dirigeants qui donnent l'impression d'avoir de l'argent et des grosses voitures, ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce que la pauvreté... Pauvreté d'esprit ou bien pauvreté... Pauvreté matérielle même. Matérielle? Pas pauvreté matérielle. Parce que, en fait, si... vous comprenez, parce que quand il y a coupure d'eau, mais ça touche tout le monde. Vous comprenez? Le ministre a beau avoir des millions, mais ça le touche. Ça touche le président de la République. Il a beau avoir des millions, même si quelque part, vous savez, moi, j'ai été chez quelques dignitaires de la République, mais ils vivent en pleine ville. Donc il n'est même pas possible de faire un forage parce que directement, vous savez, ce n'est pas pratique de faire un forage en pleine ville où tout le monde défèque. C'est pas évident. Voilà. Donc, forcément, quand il y a coupure d'eau, ça les atteint. Quand il y a coupure d'électricité, ça les atteint. Quand il y a des accidents sur la route, ça tue aussi les membres de leur famille. Quand il y a... Donc, je veux dire, quand il y a... je me souviens que monsieur le général Benaïm Pekeblaise est mort pratiquement... est tombé pratiquement devant moi. Il est décédé pratiquement devant moi. J'étais à Kribi ce jour. Et voilà, on l'a amené à l'hôpital. Il n'y avait pas d'oxygène. Vous comprenez? Lui aussi, il a été touché. Pourtant, il était riche. Vous comprenez? Il a été touché par ça. Donc, du coup, à cet instant précis, il est pauvre. Vous comprenez? Donc, la pauvreté touche tout le monde au Cameroun. Il faut tout simplement qu'on se rende compte et qu'on réalise qu'en fait, en améliorant les choses vont bien pour tout le monde. Et ça, c'est important, parce que autant on peut se dire, voilà, le ministre, il a de l'argent. Non, on ne peut pas tout régler avec l'argent. Parce que l'argent, c'est qu'un amas de papier. Ce n'est pas un bien-être concret, vous comprenez? Donc, pourtant, l'accès à l'eau est un bien-être concret, l'accès à l'électricité. Et ça, il est parfaitement possible, tel que je le dis toujours au Cameroun, de régler cette situation de misère. Pratiquement, on peut garantir l'accès à l'eau, à l'électricité, à un habitat décent à tous les Camerounais en 2 ans. On peut le faire, c'est possible. D'accord. Comprenez? Bon, je prends un mot. C'est une situation qu'on peut régler très facilement. Vous le dites comme ça, on peut le faire. Est-ce que si le pouvoir de Yaoundé décide de vous appeler et en s'appuyant sur vos dires, et on vous dit, bon, réglez ce dossier-là pour qu'il y ait de l'électricité, il y ait de l'eau, un habitat décent pour tout le monde. Vous faites quoi? Vous refusez ou vous acceptez? J'ai proposé ça depuis très longtemps au Non, pouvoir. mais vous l'avez proposé? Je veux dire,
je retourne, si je demande à retourner au Cameroun, c'est justement pour travailler, pour que cela soit possible. Je suis disponible, vous comprenez? Donc ça peut se régler c'est-à-dire ça peut se régler en s'appuyant sur les potentialités existantes. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de s'endetter. En s'appuyant sur les potentialités existantes, en 2 ans, on règle la misère du Cameroun. Ça veut dire qu'on permet aux gens d'avoir l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité au Cameroun entier. Je ne dis pas une partie du Cameroun, au Cameroun entier, d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, d'avoir accès à un habitat décent, d'avoir des routes décentes. On peut régler ça en 2 ans. Vous comprenez? Concrètement, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous parlez d'avoir fait ces propositions-là? Est-ce que c'était par écrit? Est-ce que vous avez fait un rapport? Par écrit. Est-ce que vous avez publié ce rapport? À l'époque, vous savez, à cette époque, le rapport a été, j'ai des archives qui ont été déposées, le projet il est toujours là, donc c'était une sorte de projet pour l'élévation du niveau de vie des Camerounais. Donc, je proposais même de l'expérimenter dans un arrondissement, c'est-à-dire de commencer dans un arrondissement, et puis après que les résultats permettent d'étendre ensuite le projet dans tout le Cameroun. C'était ça, c'est ça mon but. Et c'est pour ça d'ailleurs que je souhaite rentrer au Cameroun, parce qu'il faut qu'on se rende compte qu'en laissant les populations dans cette pauvreté, ça va créer, ça va permettre ça va favoriser l'explosion que les ennemis du Cameroun souhaitent. Vous comprenez? Donc ça va favoriser cette explosion. Et puis cette explosion, quand elle va arriver, surprendre, alors qu'il est encore temps maintenant, très rapidement, de régler ce problème de misère, parce que c'est à base de cette misère qu'il y a repli identitaire, que l'autre va dire non, tu es Bassa, l'autre va dire non, tu es Betty, l'autre va dire non, tu es Bamileke, l'autre va dire non, tu es Aoussa, l'autre va dire non, tu es Massa. Voilà, alors Bertrand Tillou, notre entretien tire à sa fin, et on a envie de repartir au Cameroun, on se dit dans 20 ans. Alors, comment voyez-vous le Cameroun? Fameux horizon 2035. Comment voyez-vous le Cameroun? Déjà, j'invite, je dis, on n'a pas besoin même d'attendre 2035. Tel que je l'évoquais tout à l'heure, il est possible de faire plein de choses en 2 ans. De faire plein de choses. Déjà, c'est la première chose, c'est qu'il ne faut pas, on n'a pas réglé certains préalables et puis qu'on se mette à régler pour 2035. Moi, je crois que le plus important, c'est pas de voir, c'est déjà de régler les problèmes. Voilà, il y a certains problèmes et des solutions qui nous sont accessibles. Il faut déjà pouvoir commencer par là, pour pouvoir rêver 2035. Et maintenant, 2035, je dirais, si on arrive déjà à régler les problèmes on peut régler là tout de suite, on arrive à les régler, je crois que l'avenir du Cameroun en 2035 sera encore plus éblouissant que ce que les gens prévoient maintenant. Voilà, on peut avoir tout ce qu'on veut, on a la possibilité d'être de pouvoir étendre, parce que en fait il ne faut pas qu'on se limite sur le triangle national uniquement. C'est-à-dire, si on arrive à sortir de cette pauvreté, nous, notre but, c'est de pouvoir l'étendre en RCA, parce que la RCA, si ça va bien au Cameroun et que ça va mal en RCA, ça posera toujours un problème. Donc il faut pouvoir commencer au Cameroun, régler le problème de sous-développement au Cameroun, l'étendre en RCA, l'étendre chez nos frères nigérians. Voilà, donc étendre cette recherche de bien-être, et c'est comme ça que l'Afrique va s'unir, à la base d'un projet de développement qui permet aux populations d'améliorer leur quotidien. Nos 2 dernières questions, et puis on clôture, n'est-ce pas, en 1 minute, on va dire maximum. Alors, Diaf TV veut dire Diaspora Africaine Television. Alors, que pensez-vous du rôle de la diaspora dans la construction de nos États en Afrique? Et la dernière question est cette fameuse affaire de la double nationalité, qu'en pensez-vous? Alors en 1 minute. Oui, en 1 minute, la diaspora, moi, tout simplement, moi je dis à la diaspora, ce qui
moi ce que je trouve quand même, je peux dire déplorable, c'est que la diaspora, je ne comprends pas comment on peut venir en France. Je ne comprends toujours pas comment l'Afrique, qui est beaucoup plus riche que la France, que les Africains continuent de voir leur avenir en Europe plutôt qu'en Afrique, en fait. C'est-à-dire, voilà, qu'on continue à migrer en Europe. Et je ne comprends pas. Enfin, je comprends très bien, parce que l'Europe, on miroite l'Europe. Mais je conseille à mes compatriotes de comprendre que l'avenir, c'est en Afrique. Et que même les Européens, ils prévoient leur avenir en Afrique, pour les plus lucides. Nationalité, non, la double nationalité. Quelques secondes. Premièrement, je vous donne mon avis. Je suis contre la double nationalité. Déjà, ça c'est mon avis. Maintenant, je ne vais pas. Il faut permettre qu'il y ait débat. Une fois on peut soumettre ce débat, au peuple. Si le peuple décide qu'il préfère la double nationalité. Un référendum, par exemple. Un référendum, par exemple, parce que c'est une question suffisamment importante pour qu'il y ait un référendum. Moi, je trouve que les personnes qui en débattent et prennent des positions et l'imposent comme une... et demandent à M. Paul Biya de signer un décret, je trouve quand même que c'est un sujet très important. Il ne va pas falloir un décret, parce que ce serait comme si nous, on dit, voilà, on veut la démocratie, et après, on fait un hold-up. On ne permet même pas aux gens de débattre pour des questions aussi importantes, telles que la double nationalité. Je trouve qu'il faut faire un débat, permettre aux uns aux autres de s'exprimer, et de donner leurs opinions, et que le peuple décide. Si le peuple choisit la double nationalité, je vais me soumettre. Si le peuple choisit d'avoir une seule nationalité, je vais me soumettre. Et pour ce qui me concerne, mon avis, ce n'est que mon avis, je suis radicalement contre la double nationalité. Voilà, merci Bertrand Anteyou. Merci à vous, chers téléspectateurs de DIAF TV. Au revoir et à une prochaine fois. Mandela.